Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes d'avoir voulu répondre à notre invite pour ce point de presse qui, comme elle l'a annoncé, porte essentiellement sur l'actualité judiciaire dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette actualité judiciaire est en transversale, parce que concernant le ressort du tribunal de grande instance de Dakar, dont le procureur de la République, à ma droite, M. Abdou Karim Diop, est l'animateur, concernant aussi le ressort du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dont le procureur de la République ici présent, Amadou Seydi, est à ma gauche, on a estimé qu'il aurait été plus judicieux de faire porter la parole à la personne du procureur général que je suis pour traiter et vous renseigner sur des questions transversales qui, à bien des égards, dépassent les ressorts respectifs des deux procureurs de la République. Comme l'a précisé Binta, il va sans dire que c'est un point de presse, parce que vous l'aurez constaté qu'habituellement, ce sont les procureurs généraux de ressort qui portent la parole de la justice. Mais les questions à évoquer ayant une nature transversale, il nous a semblé plus pertinent que le procureur général du ressort de la Cour d'appel de Dakar puisse porter la parole. Et à cet exercice, j'aimerais bien vous présenter mes collaborateurs au parquet général, en la personne de Mme Fatou Mandiaye, qui est premier avocat général de la Cour d'appel de Dakar, et donc de M. Youssoupha Diallo, qui est deuxième avocat général de la Cour d'appel de Dakar. Cela étant dit, ce point de presse répond à une tradition judiciaire, pour ne pas dire républicaine, qui procède de l'impératif de la justice dont on dit la grande silencieuse, qui par moment et à certains moments de la vie de notre nation doit sortir pour communiquer, distiller l'information à l'attention du peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue. Et vous conviendrez avec nous que l'actualité judiciaire du moment charrie beaucoup de commentaires et le besoin d'informer est aujourd'hui plus pressant que jamais. Toutes choses qui sont le prétexte de ce point de presse qui sera articulé autour de 5 points. Le premier point est relatif au rapport de la Cour des comptes relativement à la gestion de la Covid. Le deuxième point est relatif à l'affaire, si on peut parler d'affaire, qui concernerait le docteur Babacar Niang, propriétaire de la clinique Souma. Le troisième point serait relatif à ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire de la tentative d'assassinat sur le sieur Ousmane Sonko. Le quatrième point renseignera sur la découverte de certaines organisations à caractère subversif, communément appelées, qui se sont appelées d'ailleurs le commando. Et le cinquième point portera sur les arrestations qui ont été opérées ces derniers jours. Alors, sur le premier point, il est bon de préciser que, à la publication du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds qui ont été alloués pour la lutte contre la pandémie, communément appelé rapport Covid, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar a saisi les unités d'enquête suivantes, soit transmis numéro 955, PR Dakar en date du 7 février 2023. Donc précisément 1 mois et demi. Et donc, donnant suite à ce soit transmis les unités d'enquête, notamment la division des investigations criminelles, a été instruit de mener des enquêtes et de rendre compte étape par étape de l'évolution de ces enquêtes. Et depuis lors, il n'a pas été communiqué sur ces enquêtes. Il nous a semblé judicieux
au truchement de son point de presse de faire l'état d'avancement des procédures qui ont été enclenchées à la suite de ce soit transmis sur l'institution du procureur de la République. Et c'est sous ce rapport que la division des investigations criminelles donne ensuite aux institutions du procureur de la République transmet à chaque semaine un compte rendu d'étape pour renseigner l'autorité sur les diligences déjà effectuées, les diligences à effectuer et recueillir des orientations. C'est par rapport à ça qu'un certain nombre d'actes d'enquête ont été menés relativement au ministère de la Jeunesse. Les derniers actes concernent l'audition de Samba Fall, directeur de Kipronet. Ensuite, Djibril Khan, directeur général de Ecoplast, a été entendu. La dame Fatoussi, directrice de Cetraf, a été entendue. Koudia Ndiaye, directrice de Keur Murtada, a été entendue. Mamadou Sen, directeur de la société Kausara Business Service aussi, a été entendu. Et toutes ces éditions ont été effectuées dans la semaine du 20 au 24 mars 2023. Tout ça pour vous dire que sous ce rapport, l'enquête suit son cours avec toute la diligence que requiert le sujet et l'importance dont les plus hautes autorités lui accordent et le peuple sénégalais. Parce qu'il faut préciser que ça rentre dans le cadre de l'obligation de redevabilité. Par ailleurs aussi, le ministère de la Communication étant cité, des actes d'enquête toujours cette semaine ont été posés par les enquêteurs en ce qui concerne tour à tour l'audition de Abdou Aziz Mbaye, l'audition de Mariam Ba, qui ont renseigné énormément sur les faits, objets des soupçons qui pesaient. Et même l'audition de la dame Mariam Ba, qui a précisé d'ailleurs qu'elle était en charge du sous-secteur des arts visuels dans le cadre du fonds Force Covid-19. Troisièmement, c'est le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, où des responsables de sociétés attributaires de marché ont été aussi entendus tour à tour, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Le sieur Alassane Diko, le responsable de la société Adigraph. On a aussi Cheikh Tidiane Gaye, qui a été entendu, et Cheikh Tidiane Cham. Vous conviendrez avec moi que toutes ces auditions rentrent dans le cadre de l'impératif de mettre la lumière sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds qui ont été alloués et qui est communément appelé Fonds Force Covid-19. Quatrièmement, vous avez le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, où les investigations ont permis d'entendre Mme Fatou Bintouba qui est commerçante, M. Oumarka qui est employé de commerce, le sieur Djibi Diakhaté, interrogé aussi, toujours dans le cadre des auditions, s'agissant du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. L'enquête a amené à attendre certains fournisseurs ou prestataires de services pour ce ministère dans le cadre de ces fonds, notamment le sieur Hachem Rayam, le sieur Hachem aussi, et in fine, selon toujours ce rapport, il a été procédé à l'audition du sieur Mamadou Ngomnian pour le compte des fonds qui ont été destinés au ministère des Sports. Toujours dans ce cadre, s'agissant du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises aussi, Mme Suzanne Lo, DAGE du ministère du Commerce des petites et moyennes entreprises, a été entendue. Et je vous plaide de préciser que toutes ces diligences ont été effectuées dans la semaine du 20 au 27 mars 2023. Tout ça pour dire au total que la justice n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes à la suite du rapport de la Cour des comptes,
mais soyez assurés qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. Il m'a semblé utile de vous faire un point sur les enquêtes par rapport à ce rapport, et cela concernerait le premier point de notre point de presse. Deuxième point de notre point de presse, l'affaire qu'il est communément appelée l'affaire Dr Niang. Dr Babacar Niang, pour le nommer. Il y a lieu de préciser que le 18 mars 2023, une plainte régulière a été formulée par le sieur Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime feu Mamadou Ly, et M. Bamba Fall, maire de la commune de Médina. Cette plainte a été dirigée contre le docteur Babacar Niang, propriétaire et administrateur de la clinique Souma Assistance 6 à la cité Keur Gorgui, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui, suite au décès du sieur Mamadou Ly, qui est né le 21 mai 1989 et qui exerçait la profession d'agent municipal au niveau de la mairie de la Médina. Au reçu de cette plainte, pour des faits spécifiés dans le cadre de cette plainte, bien naturellement, une enquête a été ouverte pour situer des responsabilités. Et donc, dans le cadre de cette enquête, les représentants du plaignant, le plaignant a été entendu, notamment le sieur Cheikh Tidiane Ly, qui représentait la famille du défunt Mamadou Ly, le maire Bamba Fall lui-même, signataire de la plainte en tant qu'employeur de l'agent municipal Mamadou Ly, ont été entendus. Et ils ressortissaient de leur enquête des faits susceptibles de constituer des présomptions graves et concordantes pouvant justifier la poursuite de l'enquête à l'encontre des personnes susnommées le docteur Babacar Niang et le sieur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Donc à la suite de ça, une enquête a été ouverte basée sur cette dénonciation sous forme de plainte régulière et contre personne dénommée, à savoir le docteur Babacar Niang, propriétaire de Souma Assistance, copropriétaire même je dirais parce qu'il a su avec son épouse, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Les plaignants ont été entendus, des témoins ont été entendus. L'un des mis en cause a été entendu, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, et l'impératif d'entendre le docteur Babacar Niang était justifié par les nécessités d'enquête. Parce qu'il faut le préciser, être mis en cause ne veut pas forcément dire être coupable. L'enquête a ceci, je dirais, d'impartial, parce que c'est le prétexte ou l'occasion de permettre aux mises en cause de donner sa version objet des faits dénoncés et d'avoir l'occasion, judiciairement, dans le cadre d'une enquête régulière, de se disculper.
Donc vous noterez que ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte qu'il est automatiquement coupable. Ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte ou de poursuite d'audition dans le cadre d'une enquête préliminaire que la conséquence évidente en a tiré, c'est qu'il fait l'objet d'un traitement pour quelque motif que ce soit. Donc je disais tantôt que la plainte a été déposée le 18 mars. Les enquêteurs de la sûreté urbaine ont pris sur eux de convoquer le docteur Babacar Niang. Ce dernier a extirpé de son absence du ressort de la Cour d'appel de Dakar pour solliciter que son audition soit différée le lendemain, 19, requête à laquelle les enquêteurs ont accédé. Le 19, convoqué à nouveau, le docteur Babacar Niang a laissé entendre qu'il était en déplacement dans le Fouta, particulièrement dans le village de Médina Ndiagbé. Et invite lui a été encore fait de venir déférer à la convocation, eu égard aux nécessités d'enquête, parce que sa déposition demeure essentielle pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le 19, le docteur Babacar Niang avait promis de déférer à la convocation des enquêteurs le même jour, parce que Fouta, Médina Ndiagbé serait à 90 km ou 91 km après Saint-Louis. Le 19, le docteur Babacar Niang ne s'est toujours pas présenté. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues, notamment le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey. Le 20, sur mon intervention, le procureur de la République a cru devoir lui décerner une convocation pour être entendu. 18, 19, 20, 3 jours de suite, le docteur Babacar Niang, étant dans le territoire national, n'a pas daigné déférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du procureur de la République, à la sûreté urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la sûreté urbaine. L'avis a été décerné, la réquisition a été faite par la sûreté urbaine, visée par le procureur de la République et transmis à la Légion Nord. C'est ce qui a permis aux éléments de la brigade de recherche de la Légion Nord, donc Saint-Louis, d'aller l'interpeller à 91 km de Saint-Louis dans un village qui s'appelle Médina Ndiagbé. Et c'est dans ces conditions, comme il a été déploré par ailleurs, que le docteur Niang a été mis en route pour son audition au niveau de la sûreté urbaine le lendemain 21, 22, je pense aux environs de 11 h, parce qu'ils ont quitté au petit matin. Et tout ça, c'était pour renseigner l'opinion, comme quoi la justice demeure une exigence de tout état de droit. Et aucun citoyen, qui qu'il puisse être, de quelque bord qu'il se trouve, ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, tenter de se soustraire à son action. Et donc, en tout état de droit, l'invite lui a été fait 2 ou 3 fois. L'attente a duré, eu égard à l'urgence que tout le monde connaît et que tout le monde partage, du 18 jusqu'au 22, il était impératif que les enquêteurs usent des moyens légaux que leur offre le Code de procédure pénale dans le cadre d'un état de droit pour le contraindre à venir déférer à la convocation. Ce d'autant que, au niveau de sa clinique, les faits se sont passés. Et les faits se sont passés. On ne va pas revenir sur le déroulé de la prise en charge de la victime Amadouli depuis le lieu des manifestations à bord de l'ambulance de Souma Assistance jusqu'à sa conduite à la clinique où ses parents se sont présentés et se sont acquittés, une clinique privée où les soins sont payants, et se sont acquittés de toutes les charges financières
relativement à sa prise en charge. C'est ainsi qu'à sa conduite, il a été consulté, un diagnostic a été posé, d'où il résultait qu'il a reçu une pierre au niveau de l'arcade sourcilière qui a fini par atteindre le crâne et le cerveau. Et donc son pronostic vital était engagé. À la suite de ça, le mode de fonctionnement de la clinique Souma est de recourir à des sachants, des spécialistes, si toutefois le diagnostic d'un patient le justifiait. Ils ont indiqué à la famille de la victime qu'il était question qu'il soit évacué à l'hôpital principal séance tenante pour subir une intervention parce que son pronostic vital était engagé. L'autre alternative interne à la clinique a été, ils leur ont été conseillés de payer les honoraires et de faire appel à un sachant extérieur pour qu'il soit opéré dans les locaux de la clinique Souma. Et cela à 18 h. La famille s'est acquittée des honoraires inhérents à l'opération envisagée et depuis 18 h, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime Mamadouli. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18 h pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18 h est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention pour le sauver était une nécessité. Tout ce que je dis est renseigné sur le procès verbal régulier et sur les auditions à la base des constatations. Depuis 18 h jusqu'au lendemain à 17 h, Mamadou lui était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin, il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des aides-soignants. Se tordant de douleur, gémissant. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que leur patient leur soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et c'est donc sur forte insistance de sa famille que Mamadou lui a été évacué à 17 h, 18 h le lendemain, soit à peu près de 24 h, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Il est aujourd'hui douloureux de le dire, et bien regrettable d'ailleurs, que même arrivé à l'hôpital principal, le corps médical qui s'était chargé de l'évacuer avait oublié son dossier médical à la clinique Souma. Et donc, une urgence de premier ordre principale qui a été référée ne disposait pas de son dossier médical. Ce qui est absolument, pour dire le moins, incompréhensible. Et c'est à la faveur d'échanges par message WhatsApp, je dis bien, que son dossier médical, qui était oublié à la clinique Souma, est parvenu donc à l'hôpital principal. Voilà brièvement ramassé le résumé de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Dr Babacar Niang. Et c'est pour toutes ces raisons il n'a pas pu justifier de soins que sa structure aurait prodigués à la victime Mamadouli, malgré qu'ils se sont acquittés de tous les honoraires liés à sa prise en charge,
le docteur Babagnan, vous me direz, il était à Médine Yelbé pendant ce moment. Comment peut-il avoir une quelconque responsabilité dans la mort de Mamadou Ly? Et ce qu'il faut savoir, c'est le mode de fonctionnement de la clinique. Toutes les décisions, je dis bien toutes les décisions en termes de priorité de prise en charge sont dictées par le docteur Babacar Niang qui en est l'administrateur. Et c'est donc au bénéfice de tout ça que des poursuites sont engagées et sous le respect des nécessités d'enquête, de la présomption d'innocence et du secret de l'enquête, je dirais, le secret de l'enquête et de l'instruction, je m'en tiens à ces considérations. Et c'est donc au bénéfice de tous ces éléments que le procureur de la République, sous l'autorité du procureur général, enfin le parquet de manière générale, dans son ensemble qui est indivisible, a estimé devoir engager des poursuites. Déjà une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre, et il a estimé devoir engager des poursuites contre le docteur Babacar Niang, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger, de mise en danger de la vie d'autrui, dont serait victime Mamadou Ly. Il faut préciser à ce stade que la clinique Souma, étant une SARL, Société à responsabilité limitée, dont, avec deux associés que sont le docteur Babacar Niang et son épouse Madame Saïda Berthe, donc cette clinique Souma en tant que structure privée est installée dans les poursuites. Et le dossier fera l'objet d'une information judiciaire dont le traitement, à partir de ce moment, relèvera de la compétence d'un juge d'instruction qui sera incessamment saisi. Alors, sur ce dossier, voilà les éléments d'éclaircissement ou d'information que je voulais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Cela étant dit, le parquet poursuit sur la base de présomptions graves et concordantes. Il restera au juge d'instruction en toute indépendance et dans la limite de toutes les prérogatives en matière d'instruction que lui offre le Code de procédure pénale, l'article 71 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction prend tous les actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité dans le sens d'une instruction à charge et à décharge de nous éclairer sur cette affaire. Et cela m'amènerait à passer au troisième point de notre ordre du jour, qui est ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire tentative d'assassinat du sieur Ousmane Sonko, ou sur le sieur Ousmane Sonko. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne que le sieur Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement.
Et donc vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut, d'autant plus qu'il porterait sur aux Sénégalais, citoyens sénégalais du nom de Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu. Bref, au total, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et répondue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la sûreté urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté, sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargassi et qui serait domicilié à Mbour et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Mbour pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc pris à partie par les forces de l'ordre, et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours, au rond-point Stel-Mermoz, et s'est fondu dans la garde rapprochée du sieur Ousmane Sonko, donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre
qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs, ou en tout cas du tissu, pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge. Mais c'est le lieu de le préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appellerait Maïmouna Bousso, pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, le M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main, et au vu de sa sécurité, le M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du Sir Yargassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le sieur Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de l'affaire de la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, à Bio24, résultat négatif, aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide. Après ça, on s'est dit, ben écoute, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le sieur Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti PASTEF. Ce docteur Cissé a été évacué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du sieur Ousmane Sonko et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Souma et sur instruction du docteur Nian de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, le docteur Cissé, qui a été le premier à être en contact avec le sieur Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le sieur Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement? Je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de
de Souma Assistance a été entendu, et lui aussi, négatif. Il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Quid de son évacuation? Il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite qui est au deuxième étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été prodigué à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Niang, qui lui-même, depuis Médina Ndiadbé où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le sieur Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Cissé l'a réitéré, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur instruction du docteur Niang. Docteur aussi Diallo l'a précisé, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sieur Ousmane Sonko sur instruction du docteur Niang. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers docteur Aminata Françoise Bangola, qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse. Déjà, docteur Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des médecins, quoiqu'elle a soutenu sa thèse. Alors, quoiqu'elle a soutenu sa thèse, et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins, elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins, donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Et là, M. le procureur de la République, fort opportunément, vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangola sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023. Et lui leur a demandé le numéro d'inscription. On vient ensemble de tomber sur l'information. Mais il est clair, avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée, ce docteur Aminata Françoise Bangola n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins. Donc vous constaterez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information et on appréciera. Et tous ces médecins, même le docteur Niang, était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sonko était suivi par un groupe de spécialistes. Et donc, en toute opinion de notre traité, l'enquête s'est orientée vers Madame Mam Awandoy, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit PASTEF, qui serait passée à 2 reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue nous a laissé entendre plutôt, qu'elle est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF, mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. Tout au plus, en fonction des situations, elle s'avère à prêter main forte sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants, et son office se résume comme tel. Interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique, elle a déclaré: je suis venu voir Ousmane Sonko, pas en tant que médecin traitant, mais en tant que membre du parti PASTEF. Et mon statut de médecin a permis de me faciliter l'accès à sa suite au 2e étage pour le consulter.
Et donc, sous ce rapport, l'enquête a évolué pour identifier, enfin, les spécialistes qui, sur le plan du traitement médical, prenaient en charge Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos, le docteur Cissé, dont j'ai fait référence tout à l'heure, enfin, le docteur Boulos, le docteur Cissé et le docteur Ngom. Entendu sur ces prestations sur le patient Ousmane Sonko, le docteur Ngom, médecin généraliste, spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales, a déclaré avoir successivement 4 fois de suite examiné le sieur Ousmane Sonko les 16, 17 et 18 mars et un autre jour qu'il ne saurait préciser. Médecin ophtalmologiste et spécialiste des maladies tropicales. À la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sonko, parce qu'on est en train de mener une enquête pour des faits tentatives d'assassinat, le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne lui permet pas de nous dire de quoi souffrait le sieur Ousmane Sonko. À la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodiguée par rapport à cette pathologie, le docteur Ngom opposa aux enquêteurs une nette catégorie pour leur dire le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'Hippocrate. Toujours sous ce rapport, invité à offrir sa collaboration et de leur préciser l'état de santé global du sieur Ousmane Sonko en relation avec les faits objets de l'enquête, à savoir une tentative d'assassinat, le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs, écoutez, c'est tout ce que j'ai à déclarer, je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner. À la question de savoir si est-ce qu'un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant, pour quelle pathologie, le docteur Ngom a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu. Il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sur des faits de tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du liquide lui aurait été versé, préjudiciable à sa santé, ou un produit lui a été administré par voie nasale. Et donc, là aussi, c'était le blocus total. Parmi ces spécialistes, on peut aussi citer le docteur Boulos. Docteur Boulos, qui a affirmé faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le sieur Ousmane Sonko. Il est généraliste, médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie. Et sa spécialité, c'est le suivi de grossesse, de prostate, de problèmes cardiaques et de problèmes de foie. Lui entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30, à la demande du docteur Cissé, il est venu consulter le sieur Ousmane Sonko et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009. Et au-delà du sieur Ousmane Sonko d'ailleurs, il a renseigné qu'il est le médecin de famille pour avoir prodigué des soins de temps en temps à la maman de ce dernier. De quoi souffre Ousmane Sonko? Le docteur Boulos nous dit, secret médical, le secret médical lui défend
de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce qu'un traitement lui a été prodigué? Le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit? Le cas échéant, pour quelle pathologie? Et là, il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporaire de 10 jours a été prescrit au sieur Ousmane Sonko à la date du 21 mars 2023, jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie, quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical? Aurait-il eu des problèmes de prostate? Aurait-il eu des problèmes cardiaques? Aurait-il eu des problèmes de foie? Le reste, c'est des questions d'échographie et de suivi de grossesse. Il a dit, je ne peux pas me renseigner, le secret médical me le défend. Et donc, voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des 3 médecins, Dr Boulos, Dr Ngom, Dr Cissé sur le patient Ousmane Sonko, Dr Ngom étant ophtalmologue, Dr Boulos étant échographe et le Dr Cissé étant médecin généraliste. Donc devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moult altermoiements et conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la sûreté urbaine dans les locaux de Souma Assistance, et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance, dans les limites du secret, du dossier médical du sieur Ousmane Sonko. Et ce dossier médical porte le numéro 2395 et qu'il mentionne que le sieur Ousmane Sonko est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est sorti le 21 mars 2023. Espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical relativement à des blessures, relativement à un coma, en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur les faits de tentative d'assassinat objet de la procédure. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Le dossier médical fait référence à, voilà, il fait référence à de l'asthme. Et donc, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du sieur Ousmane Sonko, parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Et donc je disais tantôt que son dossier médical, compulsé par les enquêteurs, recelait un seul élément de dossier, à savoir une facture
numéro H23 0000185 du 21 mars 2023 portant son nom et sous l'enseigne sous ma assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins. Il est mentionné désignation hôtellerie chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs, quantité nombre de nuitées 6, prix total 600 000. Je vous lis, hein. Il est aussi mentionné actes médicaux et sous ces registres, nébulisation 10 000 francs. 10 000 francs, prix total. Il est aussi mentionné consultation ophtalmologique. Rappelons-nous que le docteur Ngom est un ophtalmologue. Consultation ophtalmologique 15 000 francs. 15 000 francs. Montant, prix total. Il est mentionné visite médicale de Dr Boulos, qui est un échographe. Visite médicale de Dr Boulos, 25 000 francs. Donc, prix total, 25 000 francs. J'espère que je ne me trompe pas. Il faut que je mette mes lunettes là. C'est ça? Effectivement. Alors, ensuite, il y a un rubrique qu'on a intitulé Unité mobile de soins. Et sur ce rubrique toujours, dont je ne comprends pas trop l'intitulé d'ailleurs, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Prix total 40 000 francs. Il y a un autre rubrique honoraire médecin, honoraire docteur Ngom, ophtalmologiste, 25 000 francs. Honoraire docteur Cham, pneumologue, 25 000 francs. Et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs. Payé à Souma le 23 mars 2023, portant le nom de Ousmane Sonko. En exploitant le dossier médical de ce dernier, on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant état d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique, mais comme vous le constatez devant nous, sur cette facture de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraires payés aux médecins, le docteur Ngom et le docteur Cham. Donc devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas. Et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante. Et cette constante, je l'avais mentionné au début de mon propos, c'est qu'il est constant et factuel qu'une personne se nommant Yargassi a eu, sur le théâtre des manifestations, a donné au sire Ousmane Sonko une écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge, contenant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre. Manifestement, à l'exclusion de toute autre personne, s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire, naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sieur Yargassi, qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe est du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention
pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voudrais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat, dans le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. Mais il est tout de même à souligner que Yarkassi, d'après ces déclarations, qui ne sont pas encore confirmées par d'autres déclarations, d'après ces déclarations qui ne sont encore corroborées par aucun élément objectif du dossier, il se réclame militant du parti PASTEF et proche du sieur Ousmane Sonko.